Salut à toi. Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous développons une application de bout en bout pour parler des concepts de découpage d'une application en composants ainsi que de l'échange de données entre ces composants. Il s'agit d'un concept hyper fondamental pour toi dans la mesure où pour toutes tes applications, tu devras procéder de cette façon-là. C'est-à-dire en réalité une application Angular. D'ailleurs, même aujourd'hui, avec le concept des web components, toutes les applications modernes sont en réalité un assemblage de petits composants. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yvan, je suis développeur logiciel et formateur. Je travaille à temps plein comme développeur logiciel et j'accompagne des dizaines de développeurs dans le monde entier sur divers projets de développement. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker, surtout t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications pour être informé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je vais directement créer une application Angular. Est-ce que je vais la créer dans ce dossier-ci? Bon, pas grave. NG New TP1. Bon, minuscule, c'est plus mieux. TP1 Angular. En réalité, je l'intitule TP1 Angular, mais en réalité, il s'agit en fait d'une application qui va nous parler, qui va nous permettre de parler de l'échange des données entre composants, autant pour moi. Ça va prendre un peu de temps. Comme vous savez, ça prend un peu de temps pour générer les différents fichiers également aussi. Bon, routine, je mets juste oui, mais en réalité, on ne fera pas appel aux routines. Si, à moins qu'on ait un peu de temps, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et aussi, je vous montrerai à la fin. Ok, bon, c'est pas à moi d'envoyer des messages, hein. Celui qui veut venir, bah, il n'y a pas de souci, mais si quelqu'un est occupé, qu'il nous prévienne. Voilà donc le projet terminé. Je vais l'ouvrir. Mais dans la pratique, ce que vous faites généralement, c'est que vous avez un dossier spécifique, hein. Vous ne créez pas ça directement à la racine de votre dossier. Vous avez un dossier spécifique où, voilà, vous mettez ça. On l'a appelé comment TP1. Voilà. On va l'ouvrir. Moi, je l'ouvre dans mon cas avec mon IDE qui est IntelliJ. Mais vous pouvez utiliser normalement plutôt Visual Studio Code. Parce que Visual Studio Code, il est gratuit et il est recommandé par Angular et par l'équipe en fait qui soutient le projet Angular, voilà, pour des travaux, quoi. Mais nous, en entreprise ou pour des projets d'une certaine envergure, on utilise parfois IntelliJ compte tenu de certaines facilités qu'elle offre. Je peux dire ça ainsi. Bon. Ensuite, là, ce qu'on va faire, notre projet créé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Bootstrap. Pour installer Bootstrap, on va dans la doc officielle de Bootstrap. Oh, ce truc-là, je ne sais pas si on peut le masquer ou pas, mais si on le masque aussi, ouais, voilà, c'est bon. On va dans la doc officielle de Bootstrap, c'est là, ouais. Dans la doc officielle de Bootstrap, on va copier ça. Et voilà, c'est pour installer avec NPM. J'ai appelé ce que c'est NPM le premier jour de la formation. NPM, c'est Node Package Manager. C'est le gestionnaire de paquets
qui est intégré dans l'écosystème Node.js et qui vous permet d'ajouter des paquets ou si vous préférez des librairies à votre application. Voilà, j'installe Bootstrap. Le projet, c'est quelques secondes. Ok, c'est bon, il a terminé. Et quand il a terminé, vous vous rappelez la dernière fois, j'ai expliqué que on va aller dans Angular JSON. On va aller dans Angular JSON. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Ok, c'est plutôt ça. Angular.json. Et dans Angular.json, vous avez l'arrêt style qui contient déjà le fichier de style global et on va ajouter ici Bootstrap. Là, si vous ajoutez des librairies de scripts comme jQuery ou Popper.js, c'est ici que vous le faites. Bon, pour ne pas réinventer la roue, je vais le copier dans un projet existant et généralement, ce sera ça pour Bootstrap. Vous n'allez pas vous casser à chaque fois aller regarder ou l'ajouter. Hein. Vous ouvrez juste un projet où vous l'avez déjà. Vous voyez, moi, c'était même déjà souligné. Et vous collez là. Et c'est bon. Voilà pour Bootstrap, c'est bon. Par la suite, donc, maintenant, dans notre projet, on va créer un composant qu'on va appeler card display. Parce que j'ai dit au début, voici l'application que nous voulons créer. Une application qui permet de gérer les tâches. Et avec cette application, on va évoluer tout au long du bootcamp. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, dans le cadre de l'explication de l'échange de données de composants, on va faire simple, on va lister des tâches, on va annuler les tâches et voilà, après, par la suite, si on a un peu de temps, on parlera du routing. Mais plus tard, comme j'expliquais tout à l'heure, on va ajouter un bouton qui permet d'éditer les tâches. Éditer, ça veut dire modifier ou simplement d'ajouter une tâche. On va aussi également permettre à l'utilisateur d'enrichir ces tâches directement depuis sur un serveur distant, comme par exemple Firebase, de la récupérer depuis ce serveur distant et à la fin, on va déployer cette application sur Firebase. Ça va faire en sorte qu'après, vous pourrez juste, vous qui êtes passionné du design, prendre cette application, améliorer l'aspect visuel, design, CSS et tout, et ensuite déployer pour avoir votre application de gestion des tâches. Vous pourrez aller jusqu'à ajouter des effets qui permettent d'envoyer des mails lorsque l'heure d'une tâche est à l'approche, ce genre de choses. Bon, permettez-moi déjà d'abord d'arrêter le premier serveur qui tourne déjà. Où il fallait que je le laisse pour qu'on voit ensemble les problématiques qui arrivent souvent. Je le laisse tourner. Ça nous permettra de voir ensemble les problématiques qui arrivent souvent. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais créer dans le composant carte display. Le composant carte display, c'est ce composant-ci. J'expliquerai. C'est ce composant-ci. C'est lui qui gère rien que ça. Vous voyez, lorsque ma souris vient là, il y a ce composant qui est souligné. Ça, en fait, j'ai créé, il y a cette partie de l'interface pour moi qui est soulignée. Cette partie-là, en fait, est affichée à l'aide d'un composant carte display. Parce que ça, généralement, en Bootstrap, ça s'appelle des cartes. Bon, on va créer d'abord rapidement le composant carte display. ng generate component. G, ça veut dire generate. Au lieu de mettre G, vous pouvez tout écrire. Vous pouvez mettre component. Mais c'est plus élégant et plus court de faire comme ceci. NGGC. Mettez le nom du composant. Moi, dans mon cas, c'est carte display. Je crée le composant. Voilà. Et quand je crée le composant avec la CLI d'Angular, remarquez qu'il a une fois mis à jour le fichier app.module. Si on va dans app.module, si on va dans app.module, vous remarquez qu'il a mis à jour ce fichier, voilà, avec carte display. Il a fait l'import là et dans l'arrêt déclaration que voici, il a également ajouté. J'avais expliqué ce mécanisme lors de la première, soit c'était la première, soit c'était la
deuxième séance. Une fois que c'est fait, on aura besoin, au cours de cette application, de créer notre propre type. On aura besoin de créer notre propre type de données. Rappelez-vous, lorsque j'expliquais le bind, le data binding, le string interpolation, pour créer un type de données propre à moi dans l'application, ce que j'avais fait, c'est quoi? Je m'étais servi d'une interface. Mais aujourd'hui, au lieu d'utiliser une interface, on va utiliser une classe qui va me permettre de créer un modèle de données. Bon, pour afficher la mémoire un peu aux gens, je vous présente ce que j'avais fait. Voilà, vous voyez, j'avais créé cette interface-ci. Cette interface, et ensuite, je me servais de data. Pour créer un type. Vous voyez, j'ai créé une liste de types data. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, ça veut dire ici, là, en fait, data, c'est un type. Et on l'a créé en se servant d'une interface. Donc, en gros, pour créer vos types personnalisés ou encore, si vous préférez, des modèles de données en Angular, vous pouvez vous servir d'une interface, tout comme vous pouvez également vous servir d'une classe. Ici, aujourd'hui, nous allons nous servir d'une classe. Bon, je crée ici, dans App, un dossier que j'appelle modèle. C'est très important de bien structurer son code. Il y aura tout un chapitre dédié à l'architecture. On aura l'occasion de voir les bonnes pratiques, comment architecturer son code et tout ça. Pour l'instant, on va faire juste une structuration basique, mais agréable. Donc là, voilà mon dossier modèle, il est créé. À l'intérieur, puisque nous, on gère une application on veut créer une application de gestion des tâches. À l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler tax.ts. Bon, j'ai pas besoin il me demande s'il va ajouter à Git, j'ai pas besoin, puisque le but de ce cours n'est pas de faire un cours sur Git, mais bon, j'avais dit au départ, c'est important de connaître Git. Alors là, une fois le fichier de modèle créé, je vais créer dans la classe, je vais l'appeler task. Ensuite, je crée un constructeur. Oh, mais qu'est-ce que je fous? Voilà. Et dans le constructeur maintenant, je mets des paramètres. Une tâche est définie par quoi? Une tâche, dans ma conception, j'ai prévu que une tâche soit définie par l'heure qui est de type date, le titre qui est de type string, la description qui est de type string. Bon, afin d'aller plus vite, c'est mieux que je copie, parce que là, si je veux encore ressaisir, ça pourra nous prendre du temps. Voilà. Ça, une tâche est définie par l'heure, le titre et la description. L'heure de type date, le titre de type string, la description de type string. Bon. Ok, c'est tout pour... Voilà notre modèle de données. Avec ça, en fait, c'est une façon pour nous, plus tard, de créer des objets qui auront le type task, comme on va voir par la suite. Et je précise encore pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris tout à l'heure, au lieu d'utiliser une classe, on peut se servir de l'interface. Maintenant, on va aller dans notre fichier, on va aller dans notre carte display, on va créer notre carte. On crée notre carte. N'hésitez pas à chaque fois que vous avez des questions à m'interpeller, que la formation soit interactive. Parce que quand elle n'est pas interactive, il y a des aspects que je peux omettre d'expliquer, pourtant c'est important. Donc, alors qu'avec vos questions, ça permet de couvrir toutes les zones d'ombre possibles. Donc, que le cours soit interactif, il n'y a pas de tabou. Posez les questions qui vous intéressent, en fait. Et je me fais un plaisir de les répondre. Maintenant, pour le cas display component, je vais me servir, puisque je l'ai déjà fait, je vais donc me servir de, on va copier dans ceci. Oui. On va coller là. Donc, ce qu'on va faire d'abord pour un début, pour que les gens comprennent bien de quoi il est question. Ici, on va mettre une heure en dur. On va mettre
12. Quel était encore le format là? Quel est le format dans l'application? Le format, c'est la date et l'heure. Donc là, on va mettre 26 02. Bon, mettons la barre. 26 02 2022. Espace, il est 15h37. Bon, on peut mettre éventuellement 50 secondes. Là, on va dire titre, bootcamp, description, j'apprends la tech, Angular. Voilà, j'apprends la tech Angular. Et là, on ne va pas mettre d'événement. On va mettre peut-être un href égal, on met juste un dièse. Et voilà quoi. Bon, on peut le dupliquer plusieurs fois. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Encore une quatrième fois si vous voulez. D'accord. Voilà notre composant carte display. Si vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit le sélecteur, il est très important parce que le sélecteur, il va nous permettre en fait de pouvoir utiliser ce composant dans un autre composant. Donc là maintenant, je vais vous parler du mécanisme du découpage en composants, qui est un mécanisme très important, si ce n'est l'un des mécanismes les plus importants. Pourquoi? Parce que toutes les applications angulaires à l'échelle industrielle utiliseront ce mécanisme. En gros, quand vous avez un composant comme celui-ci, qui est responsable de l'affichage des données, il peut être utilisé dans divers modules de votre application. Imaginez par exemple, on a créé une application qui liste par exemple, je ne sais pas, une application par exemple qui liste les impôts, qui liste les douanes et qui liste les recettes non fiscales d'un employé. Une fois cette application créée, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est qu'on pourra avoir un composant. Imaginez un peu que dans l'application, on doit avoir un composant liste. On crée un composant liste. Et maintenant, ce même composant liste est utilisé par l'équipe chargée de gérer le module impôt. Le même composant est utilisé par l'équipe chargée de gérer le module douane. Le même composant est utilisé par l'équipe chargée de gérer le module recette non fiscale. Je ne sais pas si vous appréhendez un peu, même de manière théorique, puisqu'on va entendre tout à l'heure, mais de manière théorique, j'explique le concept. Je ne sais pas si vous appréhendez même de manière théorique cette notion de découpage en composants. Ça facilite la réutilisabilité. Ça fait en sorte qu'une équipe tierce peut réutiliser ce qu'une autre équipe a déjà développé. Maintenant, pour pouvoir utiliser un composant dans un autre, on se sert simplement de son sélecteur. Ici, vous avez remarqué qu'en Angular, les sélecteurs sont toujours préfixés de app. Alors, je vais aller dans App Component. Je vais virer tout ce code. Je vais coller. Voilà. Voilà. Ce que je viens de faire, c'est quoi? C'est que je viens d'utiliser le composant carte display component ici dans App Component pour pouvoir afficher les données. C'est simplement ce que je viens de faire. Bon. J'ouvre App Component TS. Bon, il y a un titre là, je le vire aussi. Il ne m'intéresse pas. Alors, là, maintenant, on va compiler, on se rend dans le navigateur pour voir ce qui se passe. Voilà ce que je voulais que vous voyez. Il dit port 4200 is already in use. Would you like to use a different port? Donc là, ça veut me dire qu'il y a déjà une application qui tourne sur ce port. Ce que je fais simplement, c'est que je vais sur mon application que j'ai démarré tout à l'heure pour vous présenter ce qu'on va développer. J'arrête le port tout simplement. Et quand j'arrête, je reviens ici. Et je relance mon application. Normalement, maintenant, ça devrait passer sans problème.
OK. Je clique là, je rentre dans le navigateur. Voilà, vous voyez, notre composant a bien été appelé. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est d'appliquer le style, n'est-ce pas? Pour que ça ressemble à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il faut appliquer le style. Alors, ce que je fais, je viens à la carte display CSS. N'oubliez pas, pour appliquer les styles en Angular, soit vous appliquez les styles directement dans votre dans le CSS du composant concerné, soit vous l'appliquez de manière globale dans style.css. Ici donc, oh, ça je suis pas sur le bon. Je copie ça là. Voilà. Je vais ici et j'ajoute ça. Avec Angular, on n'a pas besoin de recompiler. Quand vous enregistrez simplement, il recompile pour vous et on se rend dans le navigateur. Pourquoi il n'a pas changé? Voilà, il y a un style. Bon, il n'a pas changé en fait, je sais pourquoi. Au fur et à mesure, il va changer d'apparence parce qu'en fait, dans App Component, il y a des choses que nous allons encore ajouter. Mais pour l'instant, j'ai fait ça juste pour vous expliquer la notion de réutilisation des composants. Vous voyez ce qu'on vient de faire. On a créé un composant carte display. Ce composant était responsable de l'affichage de nos données. On a défini les données. Et ensuite, on s'est servi du sélecteur de ce composant pour l'intégrer dans un autre composant, en l'occurrence App Component. C'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Angular, vous avez deux types de composants. Vous avez ce qu'on appelle les composants de présentation. Oui, c'est mieux que j'explique ça dans un bloc-notes. Vous avez deux types de composants. Composants de présentation et composants de conteneur. Composants de conteneur. Les composants de présentation ont un seul rôle. Ils contiennent juste le HTML nécessaire pour l'affichage. Donc, comme son nom l'indique, ils sont utilisés rien que pour la présentation. Dans une application complexe, par exemple, par le cas de Facebook, vous pouvez avoir un seul composant qui gère les stories. Vous avez un autre composant qui gère en fait les publications. Vous avez un autre composant qui gère le bouton créer contenu. Vous avez un autre composant qui gère le bouton like. Vous avez un autre composant qui gère, je ne sais pas, les paramètres, par exemple. Donc, et vous pouvez donc à la fin maintenant intégrer chacun de ces composants. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au tout début de l'application. Là, pour faire ça, je vais ouvrir mon Word. Oh, qu'est-ce que j'ai ouvert? Non, c'est pas ça. Bon, j'ouvre Word pour qu'on appréhende bien le truc. Bon, là, les insertions, les tableaux, ils sont où? Non, c'est les formes plutôt. Voilà. Bon. Si vous vous rappelez au tout début, on avait quelque chose comme ceci. Tout ça, c'est beaucoup, vous appréhendez bien cette notion hyper importante qu'est la notion de découpage d'une application en composants. OK. Vous avez une application comme celle-ci.
Ça, c'est un composant développé à part, c'est un composant de présentation. Celui-ci aussi, c'est un composant de présentation. Celui-ci également, c'est un composant de présentation développé à part. Maintenant, ces composants de présentation sont intégrés dans ce grand composant-ci. Hein? Tout comme ils peuvent être utilisés à un autre grand composant d'un autre module de l'application et ainsi de suite. Ça favorise justement la réutilisation et aussi certaines harmonisations. Donc, imaginez un peu que, par exemple, la barre, la navbar, si tel est le cas, s'il s'agit d'une navbar, imaginez que cette navbar doit être utilisée dans plusieurs modules. Le fait de décomposer en composant a pour avantage que le jour où on veut, par exemple, changer la couleur de la navbar, on va changer à un seul endroit. Au lieu de parcourir chacun, si on n'avait pas centralisé, on devait parcourir chacun des modules et appliquer la même modif. Ce qui peut être fastidieux et parfois vous oubliez d'appliquer dans un module et ça crée un effet pas très, très agréable à l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous appréhendez un peu ces notions. Maintenant, avant qu'on ne passe à la notion de passage de composants entre le parent et le fils, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ce grand composant-ci est appelé composant parent. C'est lui qui est notre composant de conteneur, c'est lui qui contient les composants de présentation. C'est lui qu'on appelle le composant parent. Et ces petits composants, navbar, sidebar et session, ces composants, en fait, sont des composants de présentation, ils sont des composants fils. Tout à l'heure, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on peut faire pour passer la donnée du composant parent, qui est celui-ci, vers l'un des composants fils, par exemple navbar ou ça. Mais avant, je vous parlais d'une erreur à ne pas faire, que j'ai souvent vu dans des projets, Angular des développeurs faire. Alors, je vais modifier un peu ceci. Je vais modifier ça. Alors là, je retire ce titre. Donc, c'est-à-dire là, vous avez un grand composant, un conteneur qui lui-même contient encore un conteneur. Et à l'intérieur du conteneur, on va mettre deux autres composants. On va mettre une première session. Bon, on peut même changer de couleur. On peut mettre le bleu. Oui, pourquoi pas. On va mettre une deuxième session. Ouais. OK. Maintenant, alors là, j'espère que je vais m'oublier. Voilà. À ce niveau, on peut même s'arrêter comme ça. Ce que j'ai souvent vu faire, ou alors non, il faut encore pour que ce soit bien parlant. Il faut que j'en ajoute encore ici. Voilà. Je mets du blanc là. Et là, je mets du blanc là. Alors, là, vous avez une page qui a cette architecture-ci. Dans la page, vous avez un composant, un conteneur qui contient ce conteneur. Et à l'intérieur du conteneur, vous avez deux composants qui sont des conteneurs aussi, puisque chacun de ces deux composants contient un composant de présentation. Ce que j'ai souvent vu des développeurs Angular faire, c'est quoi? Ce composant de présentation, c'est lui, il va afficher une liste. Il va afficher peut-être la liste des tâches. Celui-ci aussi, il affiche la liste des tâches. Oh non, c'est mieux que j'écrive en français, puisque nous sommes en français. L'exemple que je prends est juste à titre illustratif, mais tâchez de vous en souvenir lorsque vous travaillerez sur des projets. Là, il y a la liste des tâches et là, la liste des tâches. Ce que certains développeurs Angular font, qui n'est pas très optimal, c'est quoi? C'est que ici, dans le composant de conteneur bleu, on va faire l'appel ici. Oh, pourquoi il ne permet pas d'écrire? Pourquoi il ne me permet pas d'écrire à l'intérieur? Bon, je ne vais pas changer. Bon, en fait, en bref, ce que j'explique, c'est dans certains développeurs Angular, ici dans le composant bleu, ils vont faire un appel à un microservice ou à un backend. Ils vont faire l'appel au backend pour récupérer la tâche de liste et passer la valeur ici au composant blanc. Dans le composant noir, également, ils vont faire la même chose. Ils font également un appel backend pour récupérer la liste des tâches et ensuite on passe cette liste au composant blanc.
Vous voyez, ça fait 2 appels inutiles. Ce que moi, je fais dans des projets généralement qui permettent d'optimiser la performance, c'est que je viendrai ici dans le deuxième composant de conteneur, celui qui est en surbrillance. Je viendrai ici sur ce composant-ci. Et dans ce composant, je fais un seul appel au back-end pour récupérer la liste des tâches. Et quand j'ai la liste des tâches, donc, je passe donc la valeur à ces 2 génomes-ci. Quand j'ai la liste des tâches, je passe donc la valeur à ces 2 bonhommes. Oh, instruction, formule. OK. Vous voyez en fait. Donc, j'ai fait un seul appel au back-end. Le back-end m'a retourné la liste des tâches. Je fais l'appel ici dans ce grand composant. Dans le deuxième grand composant, voilà. Je fais l'appel là. Il me retourne la liste des tâches. Je passe cette liste des tâches au composant bleu et au composant noir. On va voir comment le passer. Tout à l'heure, on va se servir de la notation input. Quand j'ai passé ces 2 tâches au composant bleu, au composant noir, ensuite le composant bleu, lui, il a simplement maintenant à passer la tâche à son composant blanc. Le composant noir aussi, lui, passe simplement la tâche au composant bleu. Vous voyez comment je réduis ainsi la requête. Donc, c'est un peu un dilemme qui était très important sur lequel je voulais d'abord un peu insister avant de continuer. Bien, s'il n'y a pas de questions jusqu'ici, je continue. Tout à l'heure, je vous ai montré comment introduire un composant dans un autre en se servant simplement de son sélecteur. On s'est servi du sélecteur du composant CardDisplay pour l'introduire dans AppComponent. Maintenant, je vais vous montrer comment se servir de la notation input pour passer les données depuis le composant parent vers le composant fils. Ici, dans notre cas, le composant parent, c'est AppComponent. C'est le composant parent. Et le composant fils, c'est AppCardDisplay. OK. Maintenant, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Dans CardDisplay, on a déjà cette logique-ci qui consiste à se dire que voilà, on a défini les différents, la structure en fait de notre carte. La carte est responsable de l'affichage d'une tâche. Donc, je vais supprimer les ajouts supplémentaires. Voilà. J'ai une question, Yves. Oui, vas-y, Wilfried. William. Oui, William, désolé. Voilà. Là où tu as ajouté le composant AppComponent, non, AppCard, je crois que c'est AppCard. Oui, je l'ai ajouté dans le HTML de AppComponent. C'est pourquoi je dis AppComponent est le parent. D'accord, ok. Ça veut dire que s'il y a d'autres composants qui ont comme parent CardDisplay, on va tous les lister ici, là, c'est ça? D'autres composants qui ont comme parent CardDisplay? Oui. Non, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Écoutez-moi bien, merci pour ta question, William. En fait, j'ai créé ce composant CardDisplay qui est responsable de l'affichage d'un élément de l'application. Ici, dans notre cas, l'élément dont est responsable CardDisplay, l'élément d'affichage dont est responsable CardDisplay, c'est ça en fait. Voici CardDisplay, oui. Cet élément-ci. Oui. Maintenant, je me sers donc de ce composant CardDisplay n'importe où dans l'application où j'en ai besoin. Dans mon cas présent, j'ai besoin de l'utiliser dans un grand composant qui s'appelle AppComponent. Vous pouvez donc l'utiliser ici dans AppComponent. Je vais donc importer simplement le sélecteur de CardDisplay dans AppComponent HTML. Ce qui fait en sorte que si AppComponent HTML a besoin d'un autre composant encore, par exemple, pour afficher, je ne sais pas, un bouton ou n'importe quoi, je viens simplement là, à l'endroit prévu par mon style, par l'architecture de ma page HTML, j'ajoute simplement l'autre composant. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'était ça ma question. Oui. Ouais. Donc, c'est ça en fait. Donc, dans une page, oui, en fait, dans une page, tu vas définir ta structure. Quand je parle de structure, c'est, tu vas par exemple dire que tu as une div là. Oui, oui. Tu vois un peu de quoi je parle. Maintenant, à l'intérieur de la div, tu peux peut-être dire que, oui. À l'intérieur de la div, tu peux peut-être dire que, bon, j'ai fait un con là, j'ai mis div au lieu de div. À l'intérieur de la div, tu peux peut-être dire que, voilà,
ce que je vais faire, par exemple, ici, c'est mettre un autre composant que tu vas appeler my component. Oui. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ça. Mais ça n'empêche en rien, ça n'a aucun problème avec AppCart Display. Puisque AppCart Display, lui, c'est un autre composant autonome. Maintenant, ici, dans Div, tu as ajouté un autre composant. Tu peux encore plus bas dans ton code, dans ton application, avoir une balise de section ici. Une balise de section, tu dis que dans la section, tu vas ajouter le composant button component. Voilà. Donc, ça, puisque une page HTML a un squelette, et maintenant, à divers endroits, tu peux factoriser ton code HTML. Le factoriser, ça veut dire déplacer des éléments responsables de l'affichage qui peuvent être réutilisés. Tu factorises ces éléments dans un composant à part, et maintenant, tu appelles juste le sélecteur à l'endroit approprié, en fait. D'accord. L'extension de ce fichier, c'est quoi? Puisque je suis sur téléphone là-dedans, je ne vois pas très bien. L'extension c'est du HTML. En ce moment, nous sommes dans le app component HTML. Ah, je vois la pointe, c'est point TS. Ou qu'est-ce qu'il y a point ça? Oui, il y a le des fichiers TS. Les fichiers TS, c'est des fichiers TypeScript. Ce sont des fichiers qui hébergent la classe de notre composant. Et maintenant, les fichiers HTML, c'est les fichiers responsables de la vue. Et tu importes le sélecteur dans la vue, c'est-à-dire dans le HTML. D'accord. Oui. C'est ça. Okay, c'est bon là? C'est bon, merci. Ok, je t'en prie. Donc, du coup, on va continuer avec la notation, avec le passage de données entre le composant parent et le composant fils. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a notre composant carte display. Mais dans notre composant carte display, les données sont en dur. Les données sont en dur. Pourtant, dans le monde réel, dans la vraie vie, vous allez développer des applications avec des données qui seront dynamisées, qui viendront d'un serveur ou d'un fichier ou d'un stockage local. Et certainement, la chose que vous ne ferez pas, c'est écrire des choses en dur comme ça dans votre HTML, à moins que ce ne soit des titres, le titre de la page, ce genre de choses. Maintenant, la première des choses qu'on va donc faire, c'est qu'on va créer ici une entrée. On va se servir de la fameuse annotation @input. Et @input, c'est pour pouvoir l'utiliser, vous devez l'importer depuis Angular Core. Bon, je vais regarder le nom que j'ai donné à la variable là. Parce que je l'ai fait il y a longtemps, hein, donc je suis cool là. Le nom c'est ça, je l'ai appelé task. Ok. Bon, donnez-moi juste un instant. Oui, je suis en formation, je te reprends. Ouais. Bon, là, okay. Vous voyez, il me demande d'importer la notation, d'importer input. Donc, input doit être importé depuis Angular Core. Doit être importé depuis Angular Core. Donc, vous voyez, task, c'est mon modèle de données que j'ai défini. Tout à l'heure, je l'ai défini dans le dossier modèle, n'est-ce pas? Dans le dossier modèle, j'ai créé le fichier task.ts. Vous voyez comment je utilise maintenant ici pour définir un type de données. C'est très important ce mécanisme que nous venons de faire. Maintenant ici, on va aller dans le HTML. Ce qu'on va faire, c'est que au lieu de mettre des choses en dur comme ça, on va faire task. Alors là, on l'appelait comment? On l'appelait heure, c'est ça? Où est notre modèle? Oui, on l'a appelé heure de type date. Oui. Pourquoi il ne le voit pas?
Pourquoi il ne le voit pas? Là, on va... Ce que je fais quand je mets entre double guillemets, vous savez ce que je fais, n'est-ce pas? Ça s'appelle quoi? Ce que je viens de faire. Ça s'appelle le string interpolation. C'est la preuve que vous n'êtes pas avec moi. C'est le titre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi il ne souligne, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? On n'est pas obligé de déclarer les attributs dans DAX. Dans DAX, on déclare pas les attributs. Oh, bon, on l'a défini dans le constructeur. En TypeScript, quand tu définis dans le constructeur déjà comme ceci, il suffit c'est que ce sont c'est exactement des attributs des classes. Hein. Oui, des attributs des classes, tout à fait. C'est une particularité en fait du langage de TypeScript. Bon, il y a quelque chose qui nous échappe. Parce que là, c'est la description. C'est task.description. Bon, mais c'est chiant quand il ne suggère pas. Pourquoi il ne suggère pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Est-ce que c'est parce qu'on a ajouté public? Est-ce que la majuscule ne dérange pas? La majuscule. Non, 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 c'est pas ça le problème. Bon, quand je regarde ce que j'ai fait ici. Allô, j'ai pas suivi la question. C'est pas une question. Tu dis? Je dis, il faut regarder un peu ton cas, component TS. Il faut regarder un peu ton cas. Je regarde quoi? Le TypeScript. Oui, 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 tout à fait. C'est ça que je suis en train de regarder. Ah, le TypeScript de notre classe carte display component. Au niveau de la console, je sais pas si ça peut Ah, voilà, voilà, voilà. Bon, en fait, dans la console, il me dit juste, il crie juste parce que j'ai laissé le point là. Mais nous avons pourtant pour respecter. Est-ce que, mais est-ce que tu as importé un task dans le TypeScript? Est-ce que tu l'as importé task? Est-ce que tu l'as importé dans le TypeScript? J'ai pas bien compris. Je demande à savoir si tu as eu à faire l'import de task dans le TypeScript. Oui, voici ça ici, non? Voici task ici. On a importé le modèle, n'est-ce pas? Oui. On a créé une variable input de type task. Hein? Oui, je pense que c'est pas normal. Oui. C'est pourquoi je ne sais pas ce qu'on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qui cloche? Bon, laissez-moi regarder un peu, puisque je l'ai fait déjà. Non, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, plutôt, c'est pas le tableau. Ici, c'est plutôt task que on va initialiser à new task. Voilà, merci. Il a vu le problème. C'est cool. Là, on va lui donner quoi comme date? On va mettre new date. Merci, Jonathan. C'est Jonathan qui est intervenu, non? Oui. Ok, merci. Pas raison. En fait, le tableau, on va l'utiliser plutôt dans le app component, n'est-ce pas? Oui. On va utiliser ouais, tout à fait. Bon, la description, c'est... En fait, ce que je fais ici, c'est que... bon. Formation, je vais mettre pour éviter ce truc. Formation Angular. Ok. En fait, ce que je fais ici, c'est quoi? C'est que j'initialise. Vous avez vu tout à l'heure, si tu retires ça, c'est-à-dire si tu retires ça, tu mets seulement le point virgule, le linter de code Angular, il te fait comprendre que ce n'est pas une bonne façon de définir en fait. Il te fait comprendre que ce n'est pas une bonne façon de définir et il écrit. Voilà, tu vois, il te dit add undefined type of ceci.
Donc, du coup, il m'oblige à procéder à... Bon, c'est mieux que je fasse un contrôle... Putain. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. C'est mieux que je fasse une initialisation factice comme celle-ci, sachant que la vraie donnée de task, la vraie variable task sera écrasée au moment du passage. Alors, on verra bien ça. On rentre dans notre... Et effectivement, ça marche maintenant dans le comportement attendu. Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de définir une propriété d'entrée sur notre composant. Cette propriété d'entrée, on l'a appelée task, qui est un objet de type task. Et on a initialisé avec voilà, une variable comme ceci. Lorsque vous ne pourrez pas initialiser, lorsque vous ne pourrez pas très souvent initialiser, bon, là, vous serez obligé d'utiliser des any, mais j'encourage pas trop souvent d'utiliser any. Ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est que vous pouvez faire comme ça. Vous mettez le type any. Bon, beaucoup de développeurs le font parce qu'ils veulent être rapides, ils se disent qu'ils gagnent en temps. Mais le défaut d'utiliser any, c'est que quand vous utilisez any, il y a des erreurs que vous pouvez ne pas voir à la compilation, mais qui vont se produire à l'exécution. Parce que any, c'est un type générique. Donc, c'est pourquoi moi, quand je travaille, je type toujours mes données, peu importe le temps que ça me prend. Je peux toujours définir des modèles, j'initialise mes variables, je type mes données. Bon, une fois que c'est fait, donc, on a cette propriété d'entrée. Et cette propriété d'entrée-ci, la propriété task, remarquez bien son nom, regardez bien ce qu'on va faire par la suite. La propriété task, en fait, sera passée à AppComponent via un mécanisme, via le property binding. Bon, je rentre à ce moment dans AppComponent. Une fois que je suis ici dans AppComponent, je vais changer la structure de la page. Pour ce faire, je vais copier du code HTML déjà existant. Je vais copier ce code HTML. Je pense que c'est celui qui est en haut. Oui, j'ai beaucoup de choses ici. Je vais copier ce code HTML. Je vais mettre ici. Oui, là maintenant, je retire ça. Voilà. Bon, il y a aussi du style. Il y a aussi le style AppComponent CSS. Je copie également du style là. Je précise que je vous enverrai tous ces codes-ci. Hein. Donc, après à la fin de la formation, je vais envoyer ce dossier. Donc, pas de souci. Bon, le style étant copié, le HTML étant copié. En gros, dans le HTML, il n'y a rien de complexe. J'ai juste un titre de type H1, liste de mes tâches en attente. J'ai le nombre de tâches. On va rendre ce nombre dynamique tout à l'heure. On verra comment. J'ai, voilà, quelque chose qui est un peu nouveau. C'est NG Container. En fait, NG Container, c'est une balise propre à Angular ajoutée. C'est un composant ajouté par Angular et il vous permet simplement de rassembler du contenu au sein de rassembler du contenu en fait qui se ressemble ou du contenu qui devra être responsable de l'affichage d'un élément précis dans votre page. Et ce qu'il faut savoir sur NG Container, c'est que NG Container ne sera pas rendu dans le DOM. Quand il dit ne sera pas rendu, ça veut dire si vous inspectez votre page, vous n'allez pas voir NG Container, un peu comme vous allez voir div, vous allez voir section, vous allez voir H1, vous ne verrez pas NG Container. Donc, c'est simplement un composant qui permet de rassembler des éléments HTML. Bon, on l'utilise pour plusieurs raisons. Je vais en expliquer tout à l'heure. La première étant que si je retire NG Container, bon, pour l'instant, laissez d'abord le rouge, laissez d'abord pleurer rouge, hein, ça ne nous gêne pas. La première étant ceci, c'est que vous pouvez être dans une situation où vous aurez besoin d'appliquer un ngIf et également un ngFor aussi. Et vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas appliquer à la fois le ngIf et le ngFor si qu'est-ce que je veux dire? Si sur la même balise. Bon, ici, dans ce cas, on n'aura pas ce problème parce que nos données sont codées en dur.
Mais dans la vraie vie, lorsque vous serez en train de développer des applications d'entreprise, voici comment vous allez présenter ceci. Vous allez faire comme ceci. Ça, c'est une application une formation qui se veut formation de senior. Il est très important que je vous parle, je me mets dans la peau d'un développement pour senior. Je fais CTRL X. Je mets ça là. Dans la vraie vie, ce que vous ferez, c'est que vous allez couper ça ici. Vous allez plutôt mettre ça là. Et ici, vous allez mettre ngIf. ngIf task. Pourquoi on le fait? Parce que on est obligé de se servir de ngContainer pour assembler ce code. Premièrement, déjà, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir ici mettre à la fois ngIf et ngFor. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas appliquer deux directives. Hein? Ça, c'est quel type de directive? Les directives structurelles. Vous ne pouvez pas appliquer deux directives structurelles sur le même composant. Vous voyez, Angular crie déjà. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fous là? Vous ne pouvez pas appliquer deux directives structurelles sur le même composant. Deuxième des choses, c'est quoi? Pourquoi donc maintenant est-ce qu'on essaye de mettre ngIf alors qu'on a juste besoin d'un ngFor pour itérer? Le ngIf, c'est pour s'assurer qu'on n'itère pas lorsque le tableau est on define. Parce que si vous ne faites pas ce ngIf et que la variable task est on define, alors vous aurez des erreurs en console et ça va faire l'application bugger. Je ne sais pas si je me fais écouter. Parce que dans la vraie vie, la variable task ne sera pas codée en dur comme actuellement, mais la variable task va venir d'un serveur. Quand elle vient au cours de ce bootcamp, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais lorsque la variable task vient depuis le serveur, il y a un certain temps que le serveur met pour vous donner la réponse. Et avant ce temps, Angular peut déjà avoir généré la vue. Et par conséquent, quand Angular génère la vue, il arrive à ce niveau, il voit que task est on define, c'est-à-dire task n'est pas encore défini. Il ne va donc pas exécuter ce bout de code. Par contre, si vous n'avez pas mis ça, au moment où Angular génère la vue, si task, le serveur n'a pas encore retourné la valeur de task, ça sera toujours on define. Et par conséquent, Angular. Merci William. Donc ce que je disais, c'est ceci. Là, on itère sur ngFor, mais avant d'itérer sur une variable, assurez-vous toujours que cette variable est soit non nulle, soit n'est pas undefined. Ou alors, parce que si tel est le cas, si elle est soit nulle ou undefined, alors vous aurez des bugs en console. Maintenant, pour éviter ça, c'est de ngIf. Quelle est donc l'importance du ngContainer? Le ngContainer nous permet de rassembler ce bout de code et de pouvoir appliquer la condition if sur ce bout de code. C'est-à-dire ce bout de code qu'on a rassemblé ici sur ngContainer ne va s'afficher que si task est non nul ou est différent de undefined. Et c'est très important. Pourquoi? C'est très important parce que dans la vraie vie, vous n'aurez pas des variables codées en dur comme ce qu'on va faire tout à l'heure, mais vous aurez plutôt une variable task qui va venir d'un serveur distant. Et le temps que le serveur ne vous retourne task, Angular peut déjà avoir généré sa vue et par conséquent, il va entrer dans ce bout de code. S'il n'y a pas cette clause, il va exécuter ce code sur un task qui est, nul ou undefined, ce qui n'est pas bien du tout. Donc ça, c'est ce que je pouvais expliquer. Maintenant, s'il y a des questions, je les explique. S'il n'y a pas de questions, on continue. On va donc venir ici. Dans App Component. Vous voyez ce qu'on a fait là, ça c'est rien que du HTML. Là, le seul ajout, c'est ceci en fait. Voilà, j'ai préféré perdre du temps pour bien expliquer ça. Maintenant, on va donc venir dans le App Component. Et ce qu'on va faire, c'est, on va définir ici tasks. Le point de type task. C'est ici maintenant qu'on met le tableau. Je ne sais pas si les gens, les uns et les autres, comprennent même jusqu'ici tout ce qu'on raconte là. Bon, une fois que j'ai donc défini cette variable task, je vais implémenter l'interface onInit. On sait déjà ce que c'est onInit. C'est un cycle
On init fait partie du cycle de vie de notre application et on init est importé depuis Angular Core. Avec on init, on va définir sa méthode ng on init qui nous permet d'exécuter des actions avant que le composant ne soit rendu. Par ng on init, on va remplir la valeur, on va remplir task. Bon, je vais copier la valeur de task, je l'avais déjà fait. On va pas perdre de temps là-dessus puisque c'est très basique. C'est rien, vous pouvez donner des valeurs que vous voulez. Alors là, je l'ai copié déjà ici. Bon. CTRL-C. Ok, c'est bon. C'est simple ce que je fais. Vous voyez, je remplis juste la variable task. Je l'ai définie là avec un arrêt vide. Ici, je remplis juste en passant des données. Regardez comment j'ai créé la date, new date, titre. J'ai mis une série de pratiquement 4 objets. C'est 5 objets, voilà. Et si vous vous rendez dans App Component HTML, vous verrez que dans le task, il n'est plus rouge. Parce qu'on a effectivement défini la variable task. Là, ce que vous venez de faire, vous venez d'écrire du code propre avec une mesure de sécurité avant d'itérer. Ici, vous avez ce ng for, les tasks of task. Et là, vous avez votre composant de présentation qui affiche les tâches. Et regardez ce qu'on a fait. On a passé la valeur, on a passé la valeur tâche, on était sur notre liste task et la valeur tâche obtenue, c'est-à-dire on était pour chaque objet, on passe à notre composant. N'oubliez pas, notre composant à carte display reçoit en paramètre, reçoit en entrée un input qui s'appelle task. C'est lui ici. C'est lui ici. Notre composant carte display reçoit en entrée celui-ci, n'est-ce pas? Et quand il le reçoit en entrée, il affiche là. Il affiche là. Vous voyez donc que c'est ce qu'on vient de faire ici. On a itéré et on a passé cet input là. Donc vous venez donc de voir comment est-ce que vous avez passé les composants. Ce que vous venez de faire en ce moment, ce que nous venons de voir, c'est comment est-ce qu'on passe les données depuis un composant parent vers un composant fils. C'est ce qu'on vient de faire. Le parent contient une liste de tâches. On itère sur cette liste, c'est-à-dire on parcourt cette liste et chaque objet, on le passe en input à notre composant et notre composant, il reçoit cet input et il affiche tout simplement. Maintenant, on va se rendre dans le navigateur pour voir ce que ça a produit. Voilà ce que ça a produit. Voilà ce que ça produit. Vous voyez là le 12 tâche. Le 12 est encore en dur, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes en train de crier que mais pourquoi ils vont y mettre le 12 en dur? Ne criez pas vite, ne vous plaignez pas. Ce qu'on va faire, on va dynamiser aussi le chiffre, le nombre. Pour le faire, ce sera très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Proposition, je vous laisse 2 minutes pour me dire ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour dynamiser le 12? C'est pas compliqué. Comment est-ce que je fais pour dynamiser le 12? Moi, je pense que c'est juste la taille du tableau de classe qu'on a eu à créer dans le c'est juste la taille du tableau. Voilà. Non, mais c'est bien, mais il comprend quand même ce qu'on fait. Maintenant, Jonathan, oui, comme Jonathan a dit, le 12, c'est rien que la taille du tableau. Donc, on va faire task.length. C'est tout. Si on se rend là, vous voyez, effectivement, on a 5 tâches. On a 5 parce que là, on a 5, 3, 4, 5. Assez simple que ça. Maintenant, aussi là, avant d'appliquer length, n'est-ce pas, assurez-vous toujours que votre tableau est bon. La chance que nous avons, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a initialisé notre tableau à vide, à nul. Ça fait en sorte que notre tableau ne sera à vide, autant pour moi. Ça fait en sorte que notre tableau ne sera jamais soit nul, soit undefined. Et par conséquent, dans le pire des cas, ça sera simplement 0.
Donc là, ici, on n'a pas besoin de mettre un ngIf. Mais pour les gens qui travaillent avec ENI, vous serez obligé de mettre un ngIf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, vous aviez mis comme ça ENI, alors là, ici, il faut toujours mettre un ngIf task. Vous allez toujours mettre un ngIf task. Ah, par exemple, parce que vous avez mis ENI, vous n'avez pas initialisé le tableau. Pour nous, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je retire. Okay. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion d'input que nous venons d'aborder? On vient de terminer la notion d'input. Est-ce que les gens comprennent ce qu'on vient de faire là? Je réponds aux questions. Je vous laisse observer. S'il n'y a pas de questions bêtes, posez toutes les questions parce que c'est une notion très importante. Ça vous permet de découper votre application en composants, de réutiliser des composants dans des petites unités de composants dans des composants plus grands et de passer les données entre ces composants. Et Angular recommande pour passer les données de composants, Angular recommande d'utiliser ce mécanisme d'input. Donc, c'est très important que j'explique cette notion. Je pense que les gens ont compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, je passe à la prochaine partie. Des questions, des zones d'ombre, des points d'incompréhension? Non, c'est bon. C'est bon. Je crois que la relecture va encore bien faire entrer ça, mais c'est bon. Ok, ça me va, c'est bien. Pour la suite, maintenant, on va parler ce que nous venons de voir, c'est comment passer les données depuis le parent vers le fils. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, on va passer